Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la critique d'un article féministe qui s'intitule Un système d'éducation trop féminin, écrit par Stéphanie Boyer. Alors commençons par le début. Le 10 mars dernier, cet article paraissait sur le site de l'actualité. Comment faire réussir les garçons à l'école? Ce qui choque dans l'article de l'actualité n'est pas tellement ce qui est écrit, mais la façon dont l'information est présentée, c'est-à-dire le titre de l'article Comment faire réussir les garçons à l'école, le sous-titre Donnez-leur plus d'hommes profs, le fait que les informations se reliant à la réussite des filles soient reléguées au second plan. Pourquoi en tant que société faisons-nous une fixation collective sur la réussite scolaire des garçons? Selon les données de la vaste étude menée par Hattie, synthèse de 800 méta-analyses, le genre des élèves n'a pas d'impact significatif sur la réussite scolaire. Selon le chercheur, le point charnière se situe à 0.4. Or, l'effet du genre se trouve bien au-dessus de ce seuil à 0.12. Je pense qu'il voulait dire au-dessous. Bon, en fait, l'étude de Hattie parle d'éléments qui facilitent l'apprentissage, parle pas de réussite scolaire. Son étude ne fait que lister les éléments qui permettent à un élève de mieux apprendre, non la différence entre le taux de décrochage scolaire entre les garçons et les filles. Certes, l'école est l'instance de socialisation qui a le mieux réussi en matière d'égalité des genres, mais cela veut-il dire qu'il n'y a plus rien à faire, ou encore que la situation se serait alors inversée? Contrairement à ce que Stéphanie Boyer, l'auteur du texte, prétend, l'écart entre le décrochage scolaire des filles et des garçons est énorme. Pour les filles, 12,6% et pour les garçons, 20,1%. C'est presque 2 fois plus de décrochage chez les garçons que chez les filles. En plus, le taux de diplômés universitaires qui était presque égal en 1990, 15% chez les femmes et 15,6% chez les hommes, est passé à 34,3% pour les femmes et 26% pour les hommes. On parle ici d'étudiants de 25 à 34 ans. C'est absolument hypocrite de la part de l'auteur d'avoir utilisé une étude qui n'a pas vraiment de lien avec sa conclusion pour tromper les lecteurs et leur faire croire le contraire de la réalité. Il est important de rappeler que de nombreuses inégalités subsistent dans le domaine de l'emploi. Les femmes occupent souvent les positions les moins avantageuses et sont fréquemment exclues des postes d'autorité. Elles reçoivent un salaire inférieur aux hommes pour la même formation et sont plus grandement touchées par la précarité d'emploi. C'est sûr que les femmes auront moins de postes avantageux dans les grandes compagnies si les femmes ont acquis leurs droits égaux il y a seulement 50 ans. Peut-être aussi que les femmes n'ont pas d'intérêt dans ce genre d'emploi. Peut-être que les femmes qui ont le choix d'étudier dans tous les domaines choisissent ceux qui sont les moins risqués, stressants ou physiquement difficiles. C'est aussi ces domaines qui sont les moins payants parce que justement ils sont moins dangereux pour la santé mentale et physique. Pour ce qui est du salaire, l'étude que l'auteur cite explique que les femmes ont un salaire de 2,21$ de moins que les hommes, où les hommes font 24,56$ et où les femmes font 22,35$. C'est un écart de 9% et l'étude ne prend pas en compte plusieurs facteurs tels que la différence de salaire entre les différentes fonctions d'un même domaine. Elle ignore aussi la tendance qu'ont les hommes à négocier leur salaire plus intensément et à faire de l'overtime, ce qui influence le salaire horaire. Le reste de l'étude montre d'autres figures qui désavantagent les femmes dans presque tous les cas, mais à la fin, l'étude révèle que les différences salariales dans un domaine peuvent être dues au poste occupé. L'exemple qu'il donne est celui des avocats, qui font environ 50$, et celui des juges, qui font environ 130$ de l'heure. Comme on pouvait s'y attendre, il y a plus de femmes avocats et plus d'hommes juges, et c'est la raison de la différence salariale dans le milieu juridique. Le cas est semblable dans plusieurs autres domaines. Par rapport à la précarité d'emploi dont les femmes souffrent, selon l'auteur, eh bien, personne ne force les femmes à choisir des emplois précaires. Elles le font de leur propre gré. Peut-être que ces quelques pistes de réflexion peuvent expliquer pourquoi celles-ci restent, en moyenne, plus longtemps sur les bancs de l'école. Deux autres pistes pour expliquer pourquoi il y a plus de femmes aux études postsecondaires. Premièrement, les programmes d'études comme Chapeau les filles, qui n'encouragent qu'un sexe à pousser dans ses études. Et deuxièmement, la nature plus énergique des garçons. Vous ne trouvez pas bizarre que 9% des garçons soient diagnostiqués avec un TDAH à l'âge de 10 ans? Est-ce qu'un système d'éducation qui encourage presque 10% de la population masculine à se droguer au Ritalin peut être considéré comme étant fonctionnel? Alors continuons. D'où viendrait donc l'enthousiasme débordant des enseignants à trouver des projets et des stratégies d'enseignement pour les garçons? Ou encore cette croyance qu'un enseignant de sexe masculin serait invariablement plus compétent et apte à comprendre les garçons?
Peut-être y a-t-il quelque chose de rassurant à croire que l'arrivée massive d'hommes en éducation permettra de résoudre tous les maux qui gangrènent sa charpente. Mais n'y a-t-il pas aussi quelque chose d'inquiétant à avoir une société qui alimente cette croyance avec tant de ferveur? Je suis d'accord avec l'opinion que des enseignants masculins ne régleront pas le problème des garçons, mais c'est parce que le système ne leur permettra pas de régler le problème. Même si des hommes enseignent, ils seront soumis aux exigences du ministère de l'Éducation et le ministère lui-même soumis aux caprices des féministes qui nient l'existence même d'une différence biologique entre hommes et femmes. Je pense que les hommes sont plus aptes à comprendre les besoins des garçons parce qu'ils ont été eux-mêmes des garçons. Je ne trouve rien d'inquiétant à une société qui voit un problème et qui tente de le régler. C'est bizarre, le simple fait de mentionner une inégalité défavorable au sexe masculin offense les féministes. C'est comme s'il n'y avait aucun problème social chez les hommes. Disons-le clairement, selon les résultats du PISA, Program for International Student Assessment, OCDE, les garçons ont de moins bonnes notes en lecture, mais surpassent de manière statistiquement significative les filles en mathématiques et en sciences. En fait, cela nous en dit bien long sur le poids des stéréotypes sur la réussite des garçons et des filles. Peut-être aussi qu'il y a un cerveau féminin et un cerveau masculin, qui sont tous les deux aussi bons, mais dans différentes tâches. Il ne suffit donc pas d'attirer plus d'hommes qui n'ont jamais été tenus à l'écart de l'enseignement, soit dit en passant, mais de former des enseignants qui seront sensibilisés aux enjeux de genre en éducation. Pourquoi? Pour confondre encore plus profondément les jeunes garçons qui se font déjà punir pour avoir été nés avec le mauvais sexe? En effet, les stéréotypes de genre intériorisés par les enseignants peuvent les conduire à décourager les élèves à s'intéresser à des domaines disciplinaires et encourager conséquemment la reproduction des inégalités occasionnées par ces mêmes stéréotypes. Si quelques mots prononcés par un professeur peuvent décourager un élève d'aller étudier dans un domaine, probablement que cet élève n'a pas de véritable intérêt pour le domaine en question. D'expérience personnelle, je peux même dire que c'est l'effet contraire qui se produit chez moi. Quand un professeur me disait que je n'étais pas assez bon, je faisais tout pour lui prouver qu'il avait tort. En plus d'être fausse, la croyance selon laquelle le système d'éducation, dans sa forme actuelle, ostracise les garçons, engendre de nombreux effets pervers dont il est impératif de mesurer l'ampleur. Le premier effet pervers est certainement celui de minorer systématiquement les difficultés des filles. Les travaux de la sociologue Clotilde Lemarchand, Formation, qualification, éducation, emploi, la construction du genre 2014, illustrent comment les enseignants de la formation professionnelle convaincus de la grande réussite des filles dans le milieu scolaire en viennent à nier complètement les difficultés scolaires des jeunes filles atypiques. N'y a-t-il pas le même danger que cette croyance se répande dans l'ensemble des élèves? Serait-il possible de voir les enseignants délaisser les filles ayant des difficultés d'apprentissage pour se concentrer uniquement sur les domaines dans lesquels les garçons éprouvent des difficultés? Non. Il n'y a aucune chance que les filles se fassent délaisser parce que les filles sont naturellement plus enclines à aller chercher de l'aide quand elles en ont besoin, et les enseignants à les aider. Les hommes et les garçons ont le fardeau social de se débrouiller seuls. Et de toute façon, les filles atypiques sont ce qu'elles sont. Atypiques, donc très peu communes. Plus encore, n'est-ce pas une façon de déresponsabiliser les garçons et les poser d'emblée comme victimes du système? Dans le fond, ce serait faire exactement ce que les féministes font avec les femmes. Un autre effet pervers est celui d'alimenter le mépris pour le système d'éducation composé principalement de femmes. Pourquoi serait-il mauvais de mépriser un système d'éducation visiblement défectueux? Est-ce que c'est rendu immoral de critiquer quelque chose qui ne fonctionne pas, simplement parce que plus de femmes y travaillent? Encore une fois, on observe la logique du double standard qui repose principalement sur une représentation de la masculinité comme un gage de noblesse. Les commentaires à la suite de l'article traduisent effectivement la misogynie latente entourant les discours sur la réussite des garçons. Ensuite, elle met une réponse à un article écrit par François, quelqu'un qui doit représenter tous les hommes. En fait, non, c'est juste un con sur Internet. Premièrement, il n'est même pas misogyne, il est juste anti-féministe. Fait que faut faire la différence entre les deux. Mais j'imagine que de critiquer tout aspect du féminisme est devenu une sorte de misogynie aux yeux des féministes. Puis, un des problèmes du féminisme dans l'état actuel, c'est que si quelque chose ne peut pas être critiqué, alors c'est impossible de s'assurer de la justesse de ses arguments parce que personne n'a le droit de les vérifier. Fait que
si on peut pas critiquer le féminisme sans être misogyne et que nos arguments soient complètement discrédités, comment s'assurer que le féminisme ne dit pas n'importe quoi? Puis ça a transformé le féminisme, cette mentalité-là, ça l'a transformé en une sorte de culte ultra dogmatique. Pour en revenir à l'article de l'actualité, je tiens tout de même à souligner les nuances qui y sont faites. L'auteur termine en écrivant que une chose fait cependant consensus. Le facteur le plus déterminant de la réussite scolaire d'un élève n'est pas son sexe, loin de là. N'être fille ou garçon ne scelle ni les destins ni les bulletins, ce qui est faux, démontré par les statistiques précédentes. De plus, elle explique que, dans un domaine traditionnellement masculin, une enseignante de leur sexe les inspire, semble-t-il, à rêver plus grand que les stéréotypes sexuels. Si avoir une enseignante de leur sexe inspire les filles, pourquoi en serait-il autrement pour les garçons? À mon avis, ce sont sur ces aspects qu'il faut insister pour déconstruire cette croyance tenace selon laquelle le système d'éducation démasculinise les garçons et qu'ainsi il faut y inclure plus de testostérone, plus d'hommes profs, plus de sport, plus de bébelles technologiques, etc. Le système d'éducation démasculinise les hommes. Il les transforme en automates qui se sentent obligés de réprimer leurs pulsions masculines au risque d'expulsion ou de congédiement. Je parle d'expulsion au niveau scolaire, comme les jeunes qui se font expulser parce qu'ils ont trop d'énergie, ils font des conneries en classe parce qu'ils ont quelque chose en dedans qu'ils doivent libérer, et de congédiement dans les bureaux et tout parce que un homme qui fait un compliment un peu trop osé à une femme, selon des critères totalement arbitraires, peut se faire renvoyer. Il est peut-être aussi temps de repenser la question de la réussite scolaire et de cesser d'écrire des articles, de formuler des plans d'action ou d'organiser des colloques qui se borneront à analyser la réussite scolaire d'un point de vue strictement masculin. Il faudrait empêcher des groupes de tenter de régler des problèmes strictement masculins. Pour quelles raisons exactement? Il ne faudrait surtout pas se limiter à dire que la solution réside simplement dans le fait d'augmenter le nombre d'hommes en éducation. Une telle analyse est, d'une part, dénuée d'une solide base scientifique et, d'autre part, de plausibilité conceptuelle. Il faut que des hommes, oui, mais aussi des femmes qui recevront une solide formation sur les enjeux sociaux qui façonnent l'espace scolaire. Oui, il faut des hommes et des femmes qui comprennent que les garçons et les filles ont des besoins différents et adapter le système en conséquent au lieu d'essayer d'asexualiser les enfants. Il faut surtout des femmes et des hommes qui feront éclater le carcan des stéréotypes sexuels pour transformer l'école, mais aussi toute la société, en un endroit d'épanouissement pour toutes et tous. Projet utopique certes, mais porteur d'autre chose que la stérilité des discours qui s'affichent présentement sur la scène publique. Stéphanie Boyer. En fait, l'idée est plutôt dystopique. Un auteur qui se nomme Ira Levin a exploré cette idée dans un livre de science-fiction appelé Un bonheur insoutenable. Les hommes et les femmes de ce monde sont presque identiques grâce à une concoction d'hormones et de drogues. La société fonctionne parfaitement, mais la liberté n'existe pas du tout. Bref, je ne crois pas que la sexualisation de la société soit bénéfique pour la société, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Je pensais faire une série peut-être de critiques d'articles féministes ou de quoi que ce soit. Alors, si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires et faites ce que vous voulez, likez, dislikez, subscribe, whatever. Mais bonne soirée.